Bienvenue sur Radio LCF, la Chine en français. Nous sommes en direct, c'est l'heure de Chine Express, le MAG. Nous sommes en direct avec Camille, bonjour. Bonjour Alexandra. Alors 2015, rachat du Club Med par le plus grand conglomérat de Chine continentale. 3 ans après son retrait de la côte parisienne, donc à la suite de son rachat, le Club Med s'apprête, donc dans quelques temps, on ne sait pas exactement quand, à rentrer sur la bourse de Hong Kong. Jean-Jacques Monceau, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Les Batailles du Trident, dans les coulisses du Club Med, sorti le 28 juin aux éditions Talendier, je prononce bien ? C'est ça, C'est ça, Talendier. Vous ouvrez votre livre avec un chapitre intitulé « L'OPA de tous les records ». Alors déjà, pouvez-vous nous rappeler ce que c'est une offre publique d'achat et en quoi a-t-elle battu tous les records ? Alors le Club Med était coté à la Bourse de Paris. C'était une des valeurs phares du SBF 120, c'est-à-dire qui regroupe les 120 plus grandes valeurs les 120 valeurs moyennes de la Bourse de Paris. Et donc en fait, jusqu'à présent, le capital du Club Med était un petit peu éparse. Il était composé, il y avait un certain nombre d'actionnaires un peu historiques, comme la Caisse des dépôts et la Caisse des dépôts française. Mm-hmm. Il y avait aussi, pour d'autres raisons historiques, la Caisse des dépôts et de gestion du Maroc, qui eux avaient une vocation à accompagner le Club Med dans son développement au Maroc. Ils ont beaucoup de villages. Il y en a 2 à Marrakech, il y en a un à Agadir, un à Yasmina. Donc, eux, ils étaient là plus pour accompagner la stratégie du Club Med. Et puis, il y avait des actionnaires comme Air France ou un fonds saoudien qui s'appelle Rolaco. Et puis, il y avait une partie des actions qui étaient cotées en bourse, qui est ce qu'on appelle le flottant. Et le principe d'une OPA, c'est quand un actionnaire décide d'acheter 100% ou quasi 100% du capital. Donc en fait, en 2010, le Club Med était à la recherche d'un actionnaire très fort et avec un prisme asiatique, c'est-à-dire qu'il voulait un actionnaire fort qui puisse les accompagner pour accélérer sur le marché chinois et les marchés asiatiques, notamment chinois, parce que le Club Med sentait bien que c'était là qu'il fallait aller chercher de la croissance. Et d'ailleurs, vous le dites, dès 2076, Henri Giscard d'Estaing commence à arpenter ce pays. Exactement, il a été très longtemps à la recherche d'un actionnaire chinois. Il a rencontré toute une série d'acteurs locaux, des géants du tourisme comme CITS, et puis d'autres groupes, des groupes hôteliers. Et voilà, il y a eu plusieurs pistes qui avaient été un petit peu qui avait été testées. Quand le Club Med ouvre son village de Yabouli, c'est premier village en Chine. Voilà, premier village en Chine, à la montagne. C'est au nord c'est du côté d'Harbin, tout au nord de la Chine. Alors, ce n'est pas des montagnes très très hautes, mais enfin, il y a beaucoup de neige puisqu'il fait très froid. Et donc, quand le Club Med recherche un partenaire pour ouvrir à Yabouli, à l'époque, il a un premier contact avec le fils de Stanley Ho, qui est un milliardaire de Hong Kong, chinois mais de Hong Kong, et qui décide d'accompagner le Club Med sur cette expérience de Yabouli. Bon, c'est quelle année, là ? On est en quelle année ? La Yabouli, on est en 2011. À vérifier, mais on est 2011-2012. D'accord. Je crois que c'est décembre 2011, il me semble. Peut-être je me trompe. On retrouvera ça dans le livre. Et donc, ce premier partenaire, il se trouve que, l'histoire fait qu'il n'a pas voulu continuer. Ils ont eu d'autres pistes. Et puis, la piste qui a été la plus probante, c'était celle de Fosun. Fosun, qui à l'époque est toujours un des plus gros conglomérats privé de Chine, qui a beaucoup investi au départ dans les mines, qui a beaucoup investi dans la santé. C'est vraiment un des leaders mondiaux de la santé. Et qui est beaucoup dans l'assurance, dans la banque, et qui avait envie d'accompagner la croissance chinoise sur 2 thèmes qui sont très forts chez Fosun. C'est un peu l'accompagnement de la santé, donc avec son pôle santé, et puis l'accompagnement, ce qu'ils appellent le happiness, le divertissement, le bonheur des familles, parce que ils étaient particulièrement bien placés pour savoir que c'était le secteur sur lequel il fallait être, parce que c'était le secteur en très forte croissance en Chine. D'accord. Donc Fosun, Fosun est arrivé dans le capital avec 7%, puis 10%, et puis très logiquement, l'idée c'était qu'ils puissent monter au capital, et pour cela il fallait racheter les parts des autres actionnaires, et c'est ça qu'on appelle une offre publique d'achat, donc une OPA. D'accord. Et notamment celle d'un Italien, je crois, avec qui il y a eu beaucoup de
de différent. Andrea Bonhomme, il était déjà au capital du Club Med, non? Non, alors les Italiens qui étaient au capital du Club Med, c'était la famille Agnelli, pour des raisons historiques, qui a longtemps accompagné le Club Med. Il s'est trouvé que quand, en 2013, Fosun décide de monter au capital, Henri Giscard d'Estaing compose une espèce de pool d'actionnaires qui est composé pour moitié de l'actionnaire chinois, Fosun, et pour moitié d'un ancrage français qui est assuré à la fois par la Caisse des dépôts française, qui a toujours eu historiquement la volonté d'accompagner le développement du tourisme en France, et puis un fonds d'investissement qui s'appelle à l'époque Ardian Private Equity, mais qui s'appelle à l'époque AXA Private Equity, mais qui est devenu Ardian. AXA. Et donc il y avait ces deux pôles, 50% en gros pour les Chinois et puis 50% pour la partie française. Dans la partie française, il y avait le management du Club Med qui s'associait donc à cette offre. Il s'est trouvé que ils ont fait ce qui est classique dans une OPA, une offre d'achat à 17 €. Et rapidement, il y a eu des contestations. C'est-à-dire qu'il y a des petits actionnaires qui se sont regroupés pour dire on n'est pas d'accord avec la valorisation que vous faites du club. C'est pas assez. Voilà. Ouais. On estime que ça vaut plus. Ouais. Ça valorisait le club à l'époque à un peu plus de 400 millions, 450 millions. Ils ont dit voilà, nous on estime que ça vaut plus. Donc ils ont cherché à contester cette offre et donc ils ont porté plainte devant les tribunaux. Et il s'est trouvé que le temps de la justice n'est pas vraiment suivi le temps des affaires puisque la Cour d'appel de Paris a mis 12 mois, enfin un peu moins de presque un an pour décider si oui ou non l'offre était valable. Mais entre-temps, il s'est trouvé qu'entre-temps, parce qu'au Club Med, il se passe toujours quelque chose, entre-temps, il s'est trouvé qu'un certain nombre de personnes ont regardé le dossier, se sont dit, tiens, il n'y a pas moyen de faire quelque chose, de faire un coup, de s'associer, parce que le Club Med, ça brille, le Club Med... Dont l'italien. Surtout Andrea Bonomi. Ouais. Alors, Andrea Bonomi, c'est donc, pardon, il n'était pas dans l'actionnariat. Pas du tout. Il est arrivé... Il était même pas dans le tourisme. Il avait ouvert Port Aventura, qui est le parc d'attractions à Barcelone. Il était surtout connu pour avoir fait des investissements dans les motos Ducati italiennes, qu'il a revendu à des Allemands, à Audi, et puis il a racheté ensuite Aston Martin. Donc voilà, c'est quelqu'un qui aime bien s'associer, je dirais, à des marques un peu prestigieuses, et il s'est dit, tiens, pourquoi pas le Club Med. Donc il a commencé à montrer son intérêt pour cette valeur, pour cette OPA, et il a fait une contre-offre. Et ensuite... Eh bien, il s'en est suivi un certain nombre de contre-offres parce qu'évidemment, Chairman Go, celui qu'on surnomme Chairman Go, donc Guo Guangchang, le patron de Fosun, il n'était pas question de laisser partir ce bijou, l'entreprise auquel il croyait vraiment à la stratégie. Il avait envie d'aider le club à se développer en Chine, donc il n'était pas question de laisser partir. Donc il y a eu des contre-offres. Et c'est là que l'OPA devient assez incroyable. C'est la plus longue de la Bourse de Paris, presque 2 ans. Et il y a eu successivement 8 surenchères. Donc, quand Bonomi proposait, à la fin de la décision de la Cour d'appel, ils étaient montés à 17,50, et puis l'un proposait 18,50, 19, et ainsi de suite. Enfin bon, il y a des règles qui font qu'on ne peut pas proposer non plus centime par centime. Il faut toujours augmenter son offre de 5% par rapport à l'offre précédente. Mais donc, il y a eu cette espèce de surenchère. Et puis, pendant cette surenchère, bien évidemment, ça a été le déferlement médiatique, ça a été le déferlement de politique, parce que tout d'un coup, on se trouvait dans une affaire qui opposait un Chinois à un Européen, un Chinois qui, lui, croyait à la stratégie haut de gamme et le développement international du club. Avec un ancrage français fort. Un ancrage français fort. Ouais. Au départ, l'ancrage français, il est toujours là. Ouais. Et un Italien qui est un Européen qui lui dit non, le Club Med ne doit pas aller sur le très haut de gamme, il faut qu'il se recentre sur le moyen de gamme, il faut qu'il recentre sur le bassin méditerranéen, parce que c'est là que l'entreprise doit se développer. Donc il y avait à la fois un choc des cultures, un Chinois contre un Italien. Et de stratégie aussi. Un choc de stratégie, vraiment un différent de stratégie. Et puis voilà, et puis on est dans un contexte où il ne faut pas oublier qu'à cette époque, il n'y a pas encore eu de très grosses boîtes, en tout cas de boîtes très connues, rachetées par des Chinois. Donc en fait, les politiques s'y sont mis, parce que tout d'un coup, on est période François Hollande, Arnaud Montebourg... Voilà, et c'est là, alors... Contexte de protectionnisme, pas de protectionnisme, on parlait à l'époque du patriotisme économique, je me souviens très très bien. D'ailleurs,
Montebourg. Oui, et vous, Camille, qui êtes également auteur d'un ouvrage sur les investissements chinois en France, ouais. Vous aviez envie de rebondir sur cette OPA tout à fait. Alors, plus longue. Vous racontez cette histoire avec beaucoup de passion. Hein. Je voudrais savoir pour qui vous l'écrivez. Moi, j'avais déjà écrit un premier ouvrage qui s'appelait Le Club Med, réinventer la machine à rêve. Ça, c'était sorti en 2010. Alors, c'était sorti juste avant. Alors, j'étais un peu frustré parce que c'était sorti juste avant l'arrivée de Fosun. Vous n'aviez pas prévu l'arrivée de Fosun du tout. Malheureusement, vous l'aviez pas vu venir. Je ne l'avais pas vu venir parce que je ne suis pas non plus, je ne fais pas partie de l'entreprise, je ne suis pas un devin. Dans le secret, voilà. Si Chairman Go m'avait appelé en me disant attention, tu écris un livre, mais je vais bientôt arriver. Non, en fait, évidemment que c'est une société cotée, donc il y a l'information, même si elle est connue à un moment donné, n'est pas publique. Et moi, je n'avais pas accès aux informations de marché, et heureusement, parce que j'aurais pu être accusé de spéculer sur la valeur. Donc, quand Fosun arrive, finalement, frustration, c'est que moi, dans ce premier livre, j'avais envie de raconter cette incroyable montée en gamme qu'Henri Giscard d'Estaing, Michel Wolfowski et toutes ses équipes ont opéré sur les 10 années avant. En gros, 2003, il faut se souvenir, en 2001, le tourisme s'effondre. Hein, les attentats du 11 septembre fait qu'il n'y a plus un avion qui décolle, donc le tourisme est en crise. Et puis, il y a cette volonté du management du Club Med de dire... de toute manière, sur le marché moyen, bas de gamme, il n'y a pas c'est no way, il n'y a pas d'avenir, parce qu'on est concurrencé par toutes sortes d'acteurs, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils vont sur Booking, ils vont sur TripAdvisor, ils vont sur Hotel.com et ils trouveront toujours moins cher, toujours, voilà. Donc, on ne va pas aller se battre pour faire du moins 10 ans. On va faire du Club Med ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un produit unique, un produit exclusif, et un produit innovant. Donc, ils se sont dit, on va innover, mais on va innover en montant en gamme. On va innover, on va proposer plus de services, on va proposer on va refaire tous nos villages pour proposer des prestations haut de gamme à une clientèle qui a envie de profiter du Club Med, mais dans sa version haut de gamme. Vous écrivez « Réinventer la machine à rêve », c'est exactement ça. Ça fait rêver le Club Med. C'est quand même Moi, j'ai encore ma mère qui me parle de ses premières vacances au Club Med en Sardaigne. C'était des espèces de bungalows sur la plage. Alors, Cefalù, c'était en Sardaigne, c'était à Cefalù. Alors, ça doit être certainement Cefalù. Enfin, en tout cas, de quelque chose d'assez sauvage, mais inoubliable, avec ses JO juste extraordinaires. Cefalù, ça a ouvert en 1957, village d'abord de tentes, ensuite de cases, donc c'était un village historique du Club Med. Il se trouve qu'ils viennent de le réouvrir en 5 tridents. Donc le village de Cefalù, dont vous parlez, c'est l'exemple même de la stratégie du Club Med. C'est-à-dire... Le Club Med se développe en Europe, se développe sur des endroits où il y a un fort potentiel touristique, et c'est le cas de la Sicile. Alors c'était plutôt le Club Med a toujours été plutôt de l'autre côté de la Sicile, avec le grand village de Camarina, donc plutôt côté Catane. Et là c'est vraiment plutôt côté Palerme. Mais il y a un patrimoine, il y a plein de choses. Le petit village de Cefalù est magnifique. Et donc cette inauguration, ça porte vraiment je dirais, c'est à la fois, pas la fin, mais c'est quelque part l'aboutissement de cette stratégie de montée en gamme. Il y a vraiment cette volonté de dire, on a fait du village de cases et c'est inoubliable, et tous les gens qui y sont allés m'en parlent encore. La génération de mes parents, c'était ça. Voilà, mais parce que c'est des gens qui avaient 20 ans, 25 ans, en 57. Donc, Et aujourd'hui, le Club Med s'est réinventé, et donc... Le Club Med, c'est la marque la plus mythique du tourisme. Hein. C'est certainement l'une des marques les plus connues au monde. Je veux dire, tout le monde connaît le Club Med, tout le monde a une opinion sur le Club Med. Moi, j'ai l'habitude de... C'est un concept proprement français. C'est un concept qui a été créé après la guerre, en 1950, par un Belge, Gérard Blitz, et un Français, Gilbert Trigano. Et l'idée de départ, c'est un peu une utopie. L'idée de départ, c'est de dire... Après, il faut quand même se souvenir qu'après la guerre, ce sont des années de privation. C'est des années où les Français n'ont pas forcément envie de repartir dans les autres pays. Hein. Il y a toujours une connotation un peu, si traverser les frontières, c'est pour faire du STO, c'était pas la peine. Donc, il fallait convaincre les Français qu'ils pouvaient retraverser les frontières, mais avec un but de bonheur, un but utopiste, un but de partager un certain nombre de choses. On pouvait se retrouver ensemble. C'était quand même culotté de reproduire un peu le modèle des camps après la guerre. Mais là, l'idée, c'était de dire, les gens vont se rassembler, mais non plus pour des mauvaises raisons, mais parce qu'ils ont envie d'être ensemble, ils ont envie de partager. Et l'idée, c'était de dire,
ce bonheur, pour qu'il ne soit pas gâché par quoi que ce soit, eh ben, ce sera du all-inclusive, il y aura des buffets. Une fois qu'on aura payé sa semaine, eh ben, il n'y aura plus rien à envie payer. De partir, là, ça y est, je revois voilà, donc vous mes vacances au ce Club sera dans Med. quelques jours, hein, ça Alex. sera dans quelques jours. Moi, je vous propose de partir en musique et on se retrouve tout de suite après pour continuer à parler donc, des batailles du Trident dans les coulisses du Club Med de Jean-Jacques Monson. Et en attendant, on voyage en Chine. Voilà.